Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à cet atelier. Pour les personnes qui viennent de se joindre à nous, nous vous souhaitons la bienvenue au Symposium national en petite enfance. Et pour ceux qui sont encore parmi nous depuis hier, on est toujours heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Moi, c'est Guillaume Deschênes-Thériault. Je suis doctorant à l'École d'études politiques à l'Université d'Ottawa et j'ai le plaisir de modérer cet atelier qui s'intéresse à la question de la mobilisation des connaissances dans le secteur de la petite enfance. Donc, on s'interroge à savoir comment est-ce qu'on peut passer de la théorie à l'action. Comme on le sait, dans les 10 dernières années, il y a plusieurs recherches qui se sont développées dans le secteur de la petite enfance en situation minoritaire au Canada, mais il y a toujours place, il y a encore d'importants besoins en termes de recherche. Et au-delà des besoins et de l'état des lieux de la recherche en petite enfance francophone, on va aussi s'interroger sur comment est-ce qu'on fait pour passer de la théorie à l'action et donc favoriser une mobilisation des connaissances entre les intervenants dans le secteur de la petite enfance. Et on est chanceux parce qu'on peut compter sur une belle brochette d'invités et de panélistes aujourd'hui pour s'interroger sur ces questions-là. Donc, on a Mme Louise Legault, qui est chercheure en recherche et évaluation au Collège Boréal. Nous avons aussi Mme Josée Latulippe, qui est gestionnaire au Centre d'innovation sociale pour l'enfant et la famille au Collège Boréal également. Nous avons M. Louis Radford, qui est professeur titulaire à l'École des sciences de l'éducation de l'Université Laurentienne. Et nous avons Mme Nathalie Boivin, qui est agente des communications et de mobilisation des connaissances à la Société Santé en français. Avant de commencer avec la plénière, j'aimerais vous dire que vous pouvez poser vos questions en tout temps dans la section clavardage et on va répondre à ces questions-là à la fin. Donc, on se garde un 10-15 minutes après les échanges entre les panélistes pour répondre à vos questions, mais n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure et elles seront bien prises en note et nous en poserons le plus grand nombre dans le temps qui nous restera à la fin de l'atelier. Donc, sans plus attendre, j'irai pour un premier tour de table. Selon vous, qu'est-ce qui est l'état des lieux de la recherche en petite enfance francophone? Comment, si vous êtes plutôt dans le domaine de la recherche, comment est-ce que vos travaux s'inscrivent dans ce secteur? Ou plutôt, là, si vous êtes plutôt un utilisateur, utilisatrice des données, qu'est-ce qui est l'état des lieux? Qu'est-ce qui sont vos besoins? Je commencerai peut-être avec Mme Legault. Merci Guillaume. Bonjour à tout le monde et bienvenue. Merci de m'avoir invité. Plusieurs de mes travaux portent sur l'évaluation des effets de programmes de formation sur les pratiques professionnelles des éducateurs et éducatrices franco-ontariennes. Et puis, par exemple, un de mes projets que j'achève, un de mes projets d'évaluation avec le Collège Boréal et la FCO vise à établir l'efficacité d'un programme de formation sur la capacité des éducateurs et éducatrices à créer un environnement riche en aménagement linguistique pour favoriser le développement identitaire et le développement langagier des jeunes enfants. Puis à ce niveau-là, on en a beaucoup à apprendre sur le développement langagier et identitaire des enfants. Surtout des enfants qui grandissent en contexte linguistique minoritaire, donc ils grandissent dans des milieux bilingues, puis de plus en plus trilingues. Ce qui manque actuellement, c'est qu'on n'a pas d'outils, on n'a pas de mesure du développement identitaire des jeunes enfants. On en a pour les adultes, on en a pour les adolescents, mais on n'a rien présentement pour le développement identitaire en petite enfance. Puis les mesures qu'on a pour le développement langagier, elles sont pas calibrées pour des jeunes franco-ontariens. Et en plus de ça, elles sont datées. Si je pense à l'EVIP-R, qui est un outil qui mesure le développement du vocabulaire réceptif des enfants, il y a encore un dessin de téléphone à cadran. Les enfants de 3 ans ne savent même plus ce que c'est un téléphone à cadran. Donc, si on veut bien évaluer les effets des différentes initiatives en aménagement linguistique sur le développement langagier et identitaire des enfants, bien, il va falloir commencer par développer puis valider ce genre d'outils-là. Merci, Mme Legault. Je vois déjà dans le clavardage que quelqu'un mentionne que votre sujet de recherche est très intéressant. Peut-être que là, je me tournerai vers Nathalie. Vous, à titre d'agente de mobilisation des connaissances, qu'est-ce qui est votre appréciation de l'état des lieux dans le domaine de la petite enfance en termes de recherche? Qu'est-ce qui seraient les besoins? J'aimerais vous entendre là-dessus, Mme Boivin.
Oui, d'abord, il faut dire que la Société Santé en français, c'est d'abord et avant tout un utilisateur de connaissances. Donc, de notre côté, pour mettre de l'avant le projet Petite enfance en santé, on a ressenti le besoin de faire de dessiner un continuum de services de promotion de la santé de la petite enfance francophone. Continuum qui allait de la grossesse jusqu'à la période où l'enfant a 6 ans, qui nous permettait de voir un peu quelles étaient les différents acteurs en matière de promotion de santé de la petite enfance, les lieux aussi, le type de service, et qu'est-ce qui semblait peut-être présenter des besoins des membres. À partir de ce continuum-là de services, on a invité chaque province et territoire où il y a des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire à concerter les acteurs de la petite enfance pour dresser leur propre portrait de ce qui en était de la petite enfance francophone dans leur province et territoire. Puis je dois dire que les réseaux de santé en français ont été complètement merveilleux à mobiliser les différents acteurs de la petite enfance. Donc, plusieurs d'entre vous sont peut-être à l'écoute et ayez participé à cet exercice de concertation qui a vraiment été de mettre en commun tout ce qu'on savait comme information, comme portrait pour la petite enfance francophone, de façon à, par la suite, arriver à faire un plan de service communautaire, un plan de service communautaire par province et territoire, c'était déjà un tour de force, et avec toute la concertation des acteurs présents, d'identifier des priorités pour agir en faveur de la petite enfance francophone dans chaque province et territoire. Donc, cet exercice-là nous a permis un peu de dire ce qui en était et a surtout créé une espèce, ou continuer à bâtir sur la concertation des partenaires en petite enfance, qui soient de la communauté, des parents, des familles élargies, des prestataires de services de garde, l'éducation, la santé. Donc, tous ces partenaires-là ensemble, ces acteurs, ces actrices, ont vraiment été très ouverts et on en est très heureux parce que ça a pu donner lieu à, comme je disais, des priorités et donner lieu à des projets pour améliorer l'accès aux services en petite enfance, pour faire en sorte qu'on pallie aux inégalités de santé dont souffre la petite enfance francophone au Canada. Merci beaucoup, Madame Boivin. Et vous aussi, dans le clavardage, vous recevez de bons commentaires. Donc, il y a quelqu'un qui nous dit que vous les accompagnez dans plusieurs projets à la FACEO et que c'est toujours un plaisir de collaborer avec vous. Maintenant, je me tournerai vers M. Radford pour cette question-là. Donc, M. Radford, à titre de chercheur, qu'est-ce qui est, selon vous, l'état des lieux et un peu comment est-ce que vos travaux s'inscrivent dans le domaine de la petite enfance? OK. Bon après-midi. Alors, merci de l'invitation à participer à ce panel. Je crois qu'il faut distinguer au moins deux types de recherche en petite enfance francophone selon l'orientation de la recherche. Il y a une recherche d'orientation psychologique et une recherche d'orientation pédagogique. Les deux types de recherche s'entrecroisent, mais souvent ces recherches partent des principes théoriques différents et vont essayer de répondre à des questions différentes. Je vous donne un exemple. Les recherches psychologiques vont souvent s'intéresser au développement de l'enfant et vont apporter des précisions importantes par rapport, disons, au fonctionnement de la mémoire, l'autorégulation, etc. Ces recherches vont souvent développer des instruments comme des tests pour mesurer le développement de l'enfant. Madame Legault vient de nous donner des exemples tantôt. Les recherches pédagogiques, par contre, vont s'intéresser davantage aux conditions et aux caractéristiques pédagogiques qui viennent appuyer les apprentissages que font les enfants durant la petite enfance. Ces recherches vont se poser la question du cheminement conceptuel, cognitif, social, langagier, émotionnel de l'enfant en relation avec les activités où l'enfant participe. Par exemple, ces recherches vont s'interroger sur les caractéristiques du jeu et de l'enquête qui sont susceptibles d'aider l'enfant à réaliser certains apprentissages ou à atteindre certains développements. Ces recherches vont s'interroger sur le milieu d'apprentissage, le rôle de l'éducatrice et de l'éducateur, etc.
Comme vous voyez, les recherches orientation psychologique et c'est l'orientation pédagogique ne placent pas l'attention sur l'enfant de la même manière, mais se complémentent. Bien qu'il y ait eu beaucoup de travaux en anglais, menés en psychologie et en pédagogie, il n'y a pas beaucoup en français et encore moins en français en milieu minoritaire. Le travail de recherche que mes collaborateurs et moi-même menons en petite enfance s'inspire des travaux de la psychologie, mais s'inscrit dans les courants pédagogiques. En particulier, nous nous intéressons aux situations d'apprentissage qui favorisent le premier contact de l'enfant avec les concepts de numératie. Il y a plein de questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. Par exemple, quels sont les processus de généralisation que l'éducatrice peut favoriser dans les problèmes de compréhension du concept de nombre chez l'enfant? Quel est le rôle du langage dans ce processus? C'est là où nous situons par rapport à la recherche francophone en petite enfance, en milieu minoritaire. Et c'est là que nous essayons d'apporter des éclairages, et des éléments de réponse aux meilleures pratiques pédagogiques. Merci beaucoup, M. Radford. Je vois qu'il y a déjà des questions qui sont posées dans le clavardage. Continuez à les poser. Je les prends en note et on va y revenir un peu plus tard dans la séance. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Mme Latulippe, donc à Josée, pour un petit peu qu'est-ce qui est l'état des lieux de la recherche en petite enfance et vous, à titre notamment d'utilisatrice des données aussi, qu'est-ce qui est votre perspective sur les différents besoins? Ça m'a un petit problème de micro. Est-ce que ça fonctionne mieux? Oui. OK. Est-ce que l'image est mieux aussi? Je suis désolée parce que là, OK. Alors, merci au personnel technique du Collège Boréal qui ont su me réaligner pour avoir une meilleure vidéo, un meilleur micro aussi. Alors, pour moi, donc merci aux panélistes et merci aux participants qui participent aussi à notre atelier aujourd'hui. Donc, tel que mentionné par M. Radford et Mme Legault aussi, la recherche est encore jeune dans le secteur de la petite enfance en contexte minoritaire. En fait, le Collège Boréal, il s'intéresse depuis 2010 à la recherche appliquée et depuis, il s'est doté d'un service qu'on appelle Recherche et Innovation Boréal. À travers la recherche appliquée, le Collège désire vraiment enrichir l'expérience étudiante, désire aussi enrichir l'expérience de l'éducation, de la mise en œuvre et de participer à l'épanouissement de ces communautés. Au niveau du Centre d'innovation sociale pour l'enfant et la famille, on s'intéresse aussi à la recherche appliquée ou à l'apprentissage expérientiel dans le secteur de la petite enfance. Donc, j'en profite pour remercier le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada pour leur appui financier, car avec cet appui-là, ça nous permet de lancer des projets de recherche en petite enfance, dont Mme Legault et nous travaillons à ce sujet. Donc, ça nous permet de s'inspirer de données probantes pour faire avancer le secteur en matière de formation et de développement professionnel. Le CICEF, donc le Centre d'innovation sociale pour l'enfant et la famille, on se penche vraiment sur les résultats de recherche et sur l'innovation sociale pour établir les meilleures pratiques en petite enfance. Donc, exemple, on espère, on le sait, qu'il va y avoir des données qui vont ressortir du rapport de Mme Legault en lien avec le projet de recherche sur la construction identitaire. Donc, et on espère sortir de là, s'assurer que la formation a eu le rôle de conscientiser les professionnels de la petite enfance tant à leur rôle de passeur culturel, et on en a entendu parler tantôt dans l'atelier de M. Vaillancourt et de Mme Boudreau. Et aussi, est-ce que la formation ou ce qu'on donne au niveau du projet de recherche en ce moment, est-ce que ça va donner le goût davantage à l'appui au développement de la construction identitaire et langagée des jeunes enfants? Et aussi, est-ce que ça va leur donner le rôle de mettre en œuvre des actions ciblées en aménagement linguistique dans les milieux éducatifs à l'enfance? Est-ce que la perspective a changé depuis la formation? Est-ce que la formation a aidé à approfondir leurs connaissances dans un continuum de développement langagier et aussi dans le développement d'un sentiment d'appartenance à une communauté francophone?
Alors, ceci sont des questions auxquelles on se pose et on a hâte d'avoir des réponses. On se sert également aussi au niveau du CF, Guillaume, de la recherche et de l'innovation sociale pour passer à travers de la valorisation de la profession, dont on en a parlé aussi beaucoup hier de cet élément-là. Et puis, au début du symposium, on en parle presque à tous les éléments. Donc, c'est le fun de voir qu'il se passe quand même cette énergie-là au niveau pan-canadien, de vouloir y donner ce tweak-là. Puis, je pense qu'on est rendu là au niveau de la petite enfance aussi. Mais il faut passer aussi également par le développement de leaders pédagogiques et d'andragogiques pour valoriser la profession et l'utilisation des communautés d'apprentissage professionnel et de pratique qui sert comme outil une plateforme idéale pour laisser place à la réflexion et à la discussion émergente et pour ensuite être en mesure de faire des décisions ou faire des prises d'action. Donc, on se sert également de la recherche et de l'innovation sociale pour permettre aux professionnels chevronnés et en formation, aux professeurs, aux enseignants d'arrimer leurs pratiques et d'intégrer les nouvelles connaissances à leurs pratiques professionnelles. Donc, sur ça, dans le cadre du projet de recherche que Mme Legault a mentionné tantôt, nous collaborons avec notre organisme provincial en petite enfance, qui est la FCO. Et on se pose deux grandes questions, dans le fond, dans le projet de recherche. Et j'ai vu dans le chat tantôt qu'il y a quelqu'un qui va avoir accès au projet de recherche quand il sera remis. Est-ce que la formation réussit à transmettre au personnel éducateur le concept du rôle de passeur culturel qu'ils ont auprès des jeunes enfants et des familles? Et aussi, est-ce que l'outil de mesure qui mesure le niveau de développement identitaire des enfants, est-ce qu'il est valide? Parce que c'est un outil qui va viser à guider les éducatrices et les éducateurs dans l'établissement de leur objectif d'apprentissage. Donc, pour en savoir davantage sur les rapports en construction identitaire, je vous invite à visiter la page web du Centre d'innovation sociale pour l'enfant et la famille à la fin juin, dès qu'elle sera possible. Merci, Guillaume. Merci beaucoup, Mme Latulippe. On va passer. Je vous demanderais si vous ne parlez pas de bien vouloir fermer votre micro pour éviter les bruits d'arrière-plan. Merci. Donc, on va faire un deuxième tour de table rapide, une autre question générale, donc qui est au centre du titre de l'atelier d'aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on fait pour passer de la théorie à la pratique? Comment est-ce qu'on favorise une culture de la mobilisation des connaissances dans le secteur de la petite enfance? Donc, je vais faire un petit tour de table rapide et je vais vous donner la chance de partager quelques pistes de réflexion sur cette question. Et après, là, on pourra aller sur des questions plus spécifiques selon vos champs d'expertise et d'activité. Donc, je passerai peut-être la parole à Mme Boivin. Donc, comment est-ce qu'on passe de la théorie à l'action? Bien, tout à l'heure, j'ai parlé on s'était fait un continuum de services. Après ça, dans chaque province, il y avait eu l'élaboration par la concertation de tous les acteurs en petite enfance. Il y avait eu une concertation pour se doter d'un plan de services communautaire. Après ça, des priorités. Puis sont nés des projets petite enfance en santé. Maintenant, ben là, il fallait dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ces projets, il faut que les projets puissent être alimentés. Il faut vraiment qu'on puisse partager les connaissances. Donc, oui, des connaissances scientifiques, dont les collègues ont parlé tout à l'heure, tous les résultats de recherche, mais aussi des connaissances qui émanent du terrain. Donc, les gens, les acteurs sur le terrain ont eux aussi des connaissances qui sont très importantes et d'autant plus importantes quand on veut faire de la mobilisation des connaissances. Parce qu'on sait que, bon, il y a des données de recherche disponibles, mais ces données, il faut se les approprier dans chacun de nos milieux, comprendre qu'est-ce que ça signifie dans mon milieu et aussi voir, ben, comment est-ce que je peux adapter ces données-là de recherche, ces connaissances-là, comment est-ce que je peux les adapter à mon milieu? Et puis, l'adaptation à un milieu, bien, ça nécessite vraiment une excellente connaissance du terrain. Et puis, c'est pour ça, tout à l'heure, que je disais que j'étais très heureuse de constater l'engagement des partenaires en petite enfance, parce que ces partenaires-là contribuent vraiment à nous donner un portrait de comment les gens fonctionnent dans chacun des milieux, chacun des secteurs, et nous permettent d'avoir encore plus d'impact quand on arrive avec des connaissances. Donc, comment est-ce qu'on a passé des connaissances vers l'action? Bien, on s'est dit, on va demander aux gens, les promoteurs de projets petite enfance en santé sur le terrain,
bien, quels sont leurs besoins en termes de mobilisation des connaissances? Qu'est-ce que ça leur dit, ça, la mobilisation des connaissances? Quels sont leurs besoins d'outillage en mobilisation des connaissances? Quels sont leurs besoins aussi de connaissances sur quel thème est-ce qu'ils leur projet porte et qu'est-ce qui pourrait les aider à avoir encore plus d'impact auprès des gens auprès desquels ils œuvrent. Alors, on a mis de l'avant, on a commencé avec un sondage très court et puis on a été capable de dégager des besoins en outillage. Donc, et on a offert à ce moment-là des cafés virtuels qui portaient sur qu'est-ce que c'est la mobilisation des connaissances, comment on prépare un plan de mobilisation des connaissances, comment est-ce qu'on peut aussi choisir entre les différentes sources d'informations, parce qu'on sait, c'est de l'infobésité présentement, là, il y en a une tonne d'informations. Donc, il faut aussi être capable d'être outillé pour savoir quelles sont des sources crédibles d'informations. Donc, on a offert ces cafés virtuels à nos promoteurs de projets PES et on ne voulait pas seulement alimenter les projets PES, mais on voulait aussi faire en sorte qu'entre les projets qui travaillaient au développement sein de la petite enfance en santé francophone et aussi l'habilitation ou l'outillage des parents, on voulait aussi qu'il y ait un échange entre les projets. Donc, comment est-ce qu'on favorise cet échange-là entre les projets? On a pensé à créer une feuille de chou, donc une infolettre qu'on a appelée feuille de chou, parce que c'est à l'intention des intervenantes et intervenants qui s'occupent de nos petits bouts de chou. Donc, on a créé une feuille de chou PES qui vise à informer, donc procurer de façon des connaissances, des informations, des ressources, des formations continues qui sont offertes et qui peuvent être pertinentes aux gens qui sont en train de préparer des activités pour la petite enfance francophone. Non seulement on informe, mais aussi on partage des outils par le biais de cette feuille de chou et on fait aussi mettre en vedette certains projets, puis on les décortique vraiment pour faire en sorte que d'autres projets pourraient dire « Hey, ça me donne des idées, je pourrais mettre ça de l'avant chez nous et tout ça. » Donc, on essaie vraiment de transmettre des connaissances, mobiliser, donner vie aux connaissances, mais aussi de faire en sorte qu'il y ait du maillage entre les projets. Je vais arrêter ça là. Je vais revenir plus tard pour expliquer davantage. Merci. Merci beaucoup, Mme Boivin. C'est très intéressant. Peut-être je passerai la parole à Mme Legault. Donc, vous, la question, comment passer de la théorie à l'action? Passer de la théorie à l'action, ça commence par la mobilisation des connaissances, comme Mme Boivin vient de dire, puis la mobilisation des connaissances de bonnes pratiques. Mais le but ultime, c'est l'intégration de ces bonnes pratiques-là dans les pratiques professionnelles au quotidien. C'est là que le bas blesse. C'est là où on s'en fâche souvent. Les gens lisent les bonnes pratiques, ils sont pas trop certaines comment les mettre en application, ils sont des fois pas très certaines comment les rendre habituelles, que ce soit une pratique qui est au quotidien, sur comment on fait ça. C'est là le défi de passer de la théorie à la pratique. Il y a des études canadiennes et internationales, puis dans mes propres travaux, les chercheurs se sont penchés justement sur cette question-là, comment des programmes de formation peuvent emmener ou entraîner ou mener à des changements durables dans les pratiques professionnelles. Puis il y a certaines bonnes pratiques qui se sont dégagées de ces études-là. L'apprentissage expérientiel en est une. L'adoption d'une pratique réflexive individuelle ou en groupe en est une autre. Puis en groupe, ça peut être en équipe, dans un service de garde, ça peut être des communautés d'apprentissage professionnel, ça peut être des cercles d'apprentissage. On pense aussi ou on pense à la documentation des apprentissages. Ça prend un accompagnement par un formateur ou des facilitatrices qui poussent le questionnement puis poussent la réflexion des participants à une formation. Puis, il faut pas que ça dure juste une avant-midi. Une avant-midi, ça fait pas changer tes pratiques de façon durable. Il faut que ça soit
étalé dans le temps et dépendamment de la complexité de qu'est-ce que tu veux intégrer dans tes pratiques professionnelles au quotidien, mais on parle de 4, 5, 12 mois, un accompagnement d'une bonne durée. Et voilà, Guillaume, ça en gros, là, ça, c'est les principales conclusions. Plusieurs pistes intéressantes, puis j'ai pris des petites notes pendant que vous parliez pour vous relancer par la suite. Je vais tourner peut-être du côté de M. Radford. À vous la parole, cette question. OK. D'abord, je crois que cette deuxième question posée au panel, celle du passage de la théorie à l'action, pourrait être reformulée autrement. Car elle donne l'impression que le savoir que la recherche produit se fait à l'extérieur de la pratique et que c'est seulement dans un deuxième temps qu'on l'amène au monde de la pratique. Je crois que la recherche doit être issue de la pratique même. La recherche doit être plongée dans la pratique. Dans cette vision que je propose, il y a un rapport dialectique réciproque entre recherche et pratique. La recherche informe la pratique et vice-versa. On ne peut pas avoir une recherche sans pratique, car ça serait une recherche aveugle. Et on ne peut pas avoir une pratique sans recherche, parce qu'elle serait aussi aveugle. C'est en fait comme cela, dans cette approche dialectique, que nous avons procédé dans notre recherche autour de l'éveil de la pensée mathématique et scientifique menée au préscolaire, ce qu'on appelle maternelle et jardin en Ontario. Et c'est comme cela, je crois, qu'on devrait procéder au niveau des services de garde éducatifs à l'enfance. En suivant ce modèle de recherche-action, on pourrait imaginer des scénarios où des chercheurs travaillent avec les éducatrices et les éducateurs in situ, sur place, et qu'on observe des pratiques concrètes où les enfants jouent ou font des enquêtes avec des éducatrices, et que c'est à partir de ces observations que des chercheurs avec les éducatrices et les éducateurs, les administrateurs aussi, parviennent à imaginer de nouvelles formes d'action pour assurer des développements cognitifs, sociaux, encore plus durables et profonds. Bref, ma réponse à votre question, c'est que c'est à partir d'un contexte de co-construction des connaissances qu'on peut développer des savoirs qui viendraient informer la pratique. Et c'est à partir de ces co-constructions des connaissances qu'on peut soulever le problème qui a été posé et mentionné tantôt, à savoir comment choisir parmi les grands nombres de résultats qui se trouvent maintenant disponibles. Il faudra développer un esprit critique, et je crois que ce scénario de la co-construction des savoirs est idéal pour le faire. Il faut développer un esprit critique pour nous aider à affronter les défis de formation en petite enfance et passer de la pratique à l'action et vice-versa. Merci beaucoup. Très intéressant. On le mentionne dans le clavardage. Quelle belle approche. Tout à l'heure, on avait aussi un commentaire à l'intervention de Nathalie qui mentionnait l'importance de reconnaître l'expérience terrain comme une expertise des éducatrices et des éducateurs. On mentionnait aussi dans le clavardage la présence de bons leaders, de bons mentors est une composante importante. Et là-dessus, en fait, pour cette deuxième ronde de questions, je laisserai le dernier tour de parole à Mme Latulippe. Merci encore, Guillaume. Alors, comment passer de la théorie à l'action? Grosse question. On dirait que ça finit jamais. On est toujours dans un cycle d'apprentissage. Alors, en fait, quelques leçons que nous avons apprises lorsque nous étions co-gestionnaires du Centre d'excellence pour la petite enfance avec la FCO. Nous avions un projet de recherche qui visait vraiment à nous informer si le programme de formation et d'accompagnement professionnel réussissait à créer des leaders pédagogiques en petite enfance. Alors, selon les résultats de cette recherche-là, les milieux de la petite enfance utilisent la pratique réflexive, l'intelligence collective, la documentation, l'accompagnement comme des moyens par excellence pour passer de la théorie à l'action et d'être en mesure de voir des changements dans les paradigmes. En fait, la pratique réflexive, le sentiment d'appartenance
à un groupe ou à un sujet, l'appui et l'accompagnement et l'apprentissage expérientiel sont des éléments imbriqués et indispensables qui contribuent largement au sujet et à la compréhension de différents sujets, de concepts, de questionnements. Ils servent aussi à favoriser la mise en place des pistes d'action, des stratégies d'amélioration et augmentent les possibilités d'intégration de ces nouvelles connaissances-là. Alors, c'est grâce à des leaders pédagogiques, andragogiques, culturels, réfléchis, intentionnels et collaboratifs qu'on réussit à intégrer les bonnes pratiques à notre pratique professionnelle. Comment assurer une mobilisation des connaissances? C'est par une approche vers une mobilisation des connaissances, c'est-à-dire elle commence par la co-construction de savoir. Donc, on en a déjà parlé, M. Radford en a parlé, Mme Legault, Mme Boivin. Impliquer des gens dès le début de la recherche et aussi de les inviter à participer comme comment utiliser et intégrer ces nouvelles données-là. C'est une démarche, nous savons déjà que le participant actif dans une démarche lui donne un sentiment d'appartenance. Et avoir un sentiment d'appartenance nous permet de s'engager davantage et de pouvoir diffuser, transmettre et aussi d'appliquer le nouveau savoir. Plus les gens sont en mesure de faire des liens, je pense que Louise, Mme Legault me le dit quand même assez souvent au niveau de la recherche, plus les gens sont en mesure de faire des liens au niveau personnel ou professionnel et plus leur niveau d'engagement augmente. Exemple, au niveau du Centre d'innovation sociale pour l'enfant et la famille au Collège Boréal, on embauche des étudiantes et des étudiants du collège au niveau de la petite enfance pour travailler à la recherche. Donc, on l'appuie, on lui donne un accompagnement, donc entre autres avec Mme Legault qui a appuyé une étudiante de la recherche. Parce qu'on sait déjà que l'observation et la documentation, c'est une partie intégrante du rôle d'une éducatrice de la petite enfance. Donc, pourquoi pas lui donner des occasions d'apprentissage supplémentaires dans le but de raffiner ses compétences et ses habiletés en matière d'analyse. Puis ça, déjà là, ça fait déjà une partie intégrante de la mobilisation des connaissances au Collège Boréal et ça fait qu'une éducatrice ou un éducateur de la petite enfance est un chercheur avec un petit C, comme qu'on aime ça dire dans le domaine de la petite enfance. Alors aussi des incontournables à ne pas oublier pour assurer cette mobilisation des connaissances, c'est de travailler toujours en partenariat, de tenir informés les participants et les partenaires, chercher leur avis et leur participation tant qu'à la mise en œuvre de ces nouvelles données-là, présenter les nouveaux savoirs dans des contextes, des symposiums comme celui-ci, des congrès, des mini-conférences, à nos administrations, les professeurs, les étudiants, à nos intervenants, et ainsi promouvoir par l'entremise de nos divers réseaux et par l'entremise de nos médias sociaux. Merci beaucoup pour des contenus très, très riches. Les gens dans le clavardage continuent à mettre des commentaires qui apprécient beaucoup vos interventions. Maintenant, j'ai pris quelques notes et je vais vous poser des questions plutôt spécifiques à chacun et chacune. Je vous demanderai de faire un effort pour le temps, donc 2 minutes maximum par personne, parce que même si c'est très riche, le temps file et nous avons quelques questions du public. Et après 2 minutes, je vais vous inviter de conclure pour passer la parole à un de vos ou une de vos co-panélistes. Donc, j'avais une première question pour Mme Legault. Dans votre intervention, vous avez parlé de l'importance d'inclure les intervenants de la petite enfance dans le processus de création et de mobilisation des connaissances. Pouvez-vous nous partager des bonnes pratiques en matière de co-construction des connaissances et d'apprentissage expérientiel? Oui, puis je vais essayer de faire ça vite, Guillaume. L'apprentissage expérientiel, c'est une approche pédagogique où les individus sont activement impliqués dans le processus d'améliorer leur pratique professionnelle. En fait, l'apprentissage expérientiel, c'est la même chose que l'enfant avec le jeu. On apprend en le faisant. Par exemple, une équipe d'éducatrices va réfléchir aux actions qu'elles peuvent prendre pour créer un environnement riche en aménagement linguistique. Elles vont planifier, mettre à l'essai différentes stratégies, faire différentes actions. Elles vont observer puis analyser par la suite, bon, ben, est-ce que ça entraîne les effets est-ce que ça fait une différence au niveau du développement langagier de mes enfants dans mon local? Pour ensuite dégager les apprentissages, bon, il y a des choses qui ont bien fonctionné, il y a d'autres choses qui n'ont pas bien fonctionné. Il y a des choses que si on faisait une petite twist, ça fonctionnerait mieux. Et ça les engage à planifier de nouvelles activités en vue de l'atteinte de l'objectif de l'aménagement linguistique dans leur local. L'implication
des éducatrices et éducateurs dans le processus d'améliorer leur pratique professionnelle a beaucoup d'avantages. Ça les aide à les conscientiser aux éléments pédagogiques des activités, l'intention derrière l'activité, ça favorise la compréhension de leur rôle à titre de professionnel, ça les engage dans une pratique réflexive. Puis tout ça ensemble, la pratique réflexive, la conscientisation des éléments pédagogiques derrière, les stratégies qu'elles utilisent, leur compréhension de leur rôle, ça les porte à prendre confiance, ça les amène à prendre confiance en elles, à approfondir les connaissances qu'elles ont, à solidifier leurs compétences professionnelles, puis ça les encourage à s'engager dans un cycle d'apprentissage en continu. C'est ça, en gros. Merci beaucoup, Mme Legault, très efficace sur la tête. Je vous rappellerai que si vous ne parlez pas, je vous demande de fermer vos micros, c'est des petits bruits en arrière-plan. Donc, si vous ne parlez pas, les micros, on les ferme et on les ouvre par la suite. Donc, j'aurais peut-être une question de relance pour Mme Latulippe. Vous avez parlé aussi de partenariat. Donc, dans votre perspective, comment est-ce qu'on peut mettre en application la mobilisation des connaissances et en faire une partie intégrante des pratiques, à la fois avec les partenaires à l'interne, mais aussi avec nos partenaires à l'externe? Merci, Guillaume. Oui, alors comment mettre en application la mobilisation des connaissances et comment assurer que les constats ne restent pas sur la tablette? Ça, c'est aussi une grosse question parce que la vie bouge vite. Donc, il faut prendre le temps, il faut vraiment regarder, prendre du recul pour s'assurer que ces constats-là ne restent pas sur la tablette. Et comment est-ce que j'assure que les nouvelles découvertes seront diffusées, transmises et qu'elles vont favoriser l'intégration? Donc, on sait que l'éducatrice et l'éducateur ont une grande responsabilité envers les enfants et les familles de leur offrir le meilleur. Puis quand je parle de meilleur, je parle vraiment dans un sens large. On parle de qualité, on parle de soins, on parle d'éducation. Mais grâce à la recherche, maintenant que nous savons ce que nous ne savions pas, il est de mise de réinvestir ce que nous savons maintenant dans les programmes déjà existants et dans ceux à venir. Donc, en petite enfance, on l'a mentionné, Louise vient de le mentionner aussi, en petite enfance, on sait que c'est un secteur qui est orienté vers la pratique. Le personnel éducateur apprend aussi en explorant. Donc, le jeu et l'enquête, M. Radford, on est en plein dedans, nous autres aussi, on aime ça. L'apprentissage expérientiel, c'est un incontournable quand on veut transférer les connaissances à la pratique. Donc, pour le CICEF, exemple, nous avons quelques projets d'appui pédagogique que nous offrons en partenariat à d'autres partenaires communautaires. Donc, quand j'aurai les résultats de la recherche de Mme Legault, il va être de mise pour moi d'intégrer ces nouvelles données-là à ces projets d'appui pédagogique que nous offrons aux divers partenaires. Mais en plus d'assurer, puis je pense qu'on en a parlé aussi tantôt, en plus d'assurer la diffusion des nouvelles découvertes, ces dernières doivent être comprises. Donc, on ne peut pas faire une mise en œuvre si on ne comprend pas ce qu'on fait. Alors, il est de mise de développer vraiment un processus de mobilisation des connaissances en collaboration avec nos collègues à l'interne, mais aussi avec nos partenaires à l'externe, dans le but vraiment de se propulser, de partir de là, pour se propulser vers une intégration. Donc, dans mon processus que moi, parce que là, c'est quand même nouveau au niveau du projet de recherche pour le Centre d'innovation sociale, donc je vais avoir les premiers résultats. Mon plan de mobilisation va être certainement accompagné d'un plan d'action, d'un plan de communication, des stratégies de promotion, incluant les nouvelles données et le cycle d'apprentissage dont on vous a parlé tantôt. Une des réflexions que j'ai eues en justement me préparant pour la rencontre d'aujourd'hui, c'est quand on va faire le plan de mobilisation, il faut que je sache c'est qui mon client cible. Donc, malgré que le but ultime est pareil, les gens sont différents. Donc, c'est-tu des parents? Est-ce que c'est des professionnels? C'est-tu des enseignants? Qui je veux informer? Parce que là, mes moyens et mes informations pour les atteindre vont être différents. Donc, on doit mettre des objectifs spécifiques, développer des outils, des ressources, des stratégies et des activités. Donc, compte tenu que la recherche dans les milieux éducatifs à l'enfance, c'est un phénomène qui est quand même nouveau et innovateur et que nous savons déjà que la mise en œuvre de bonnes pratiques n'est pas toujours évidente, le développement de ce processus-là devra passer pour le Centre d'innovation sociale d'abord et avant tout par la conscientisation pour se propulser vers une intégration. Merci beaucoup, Guillaume.
Merci beaucoup, José. Je vais passer la parole. Donc, membres du public, n'hésitez pas à poser des questions dans le clavardage. On va avoir le temps pour une ou deux questions après les deux dernières interventions. J'aurais une question pour Mme Boivin. Vous avez parlé de l'importance, on a le mot de l'ordre un petit peu tout à l'heure, c'est l'intersectorialité. Et j'aimerais vous entendre. Donc, pouvez-vous nous partager des exemples pour favoriser la mobilisation et le partage de connaissances entre les différents partenaires des différents projets qui sont mis en œuvre dans votre organisme? Et je vous rappellerai, si vous ne parlez pas, de fermer votre micro pour éviter les bruits d'arrière-plan. À vous la parole, madame. Oui, tout à l'heure, j'ai commencé à parler de la feuille de chou, petite enfance en santé. Vous savez, dans la feuille de chou, c'est pas gros une feuille de chou. Donc, il faut vraiment être judicieux par rapport à ce qu'on y dépose. Il faut s'assurer que les connaissances, elles sont pertinentes, puis elles sont utiles aux gens. Donc, tout à l'heure, José, vous parliez, là, quand on fait la mobilisation des connaissances, il faut penser, qui recevra à l'autre bout. Donc, il faut que les connaissances qu'on y insère, les suggestions, propos de formation et tout ça, il faut que ça soit pertinent aux gens à qui ça s'adresse. Il faut que ça leur soit utile. Sinon, pouf, la feuille de chou, là, elle va se retrouver dans le bac à compost. Elle ne sera pas utilisée. On ne veut pas ça. Donc, moi, j'entends de votre part, Louise, José, que les milieux de recherche veulent vraiment travailler avec le terrain et je m'en réjouis parce que je crois qu'effectivement, la recherche, les connaissances, il faut leur donner vie, mais ce n'est pas fait une fois puis jamais revisité. Donc, j'aimerais beaucoup, en fait, que le panel d'aujourd'hui puisse ouvrir à des partenariats entre chercheurs et des terrains de recherche que sont les projets Petite enfance en santé, par exemple, de la Société santé en français, d'un bout à l'autre du Canada. Il y a des petits bijoux qui sont en développement. Quel beau terrain de recherche. Et comme disait Louis tout à l'heure, on a des données de recherche, on a des outils qui sont développés. Testons-les sur le terrain et demandons au terrain où les acteurs et actrices sont très intelligents, sont toujours à l'affût des connaissances, à l'affût de mieux desservir leur clientèle. Demandons à ces gens de revenir vers les chercheurs et dire, votre outil que vous nous avez proposé, ça marchait pour tel élément, mais tel autre élément, ça ne va pas. Et puis, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses et que tout le monde est gagnant. Moi, j'espère qu'on pourra arriver à un monde où l'intersectorialité ne se fera pas qu'en offre de services à la petite enfance francophone en santé, mais qu'elle va aussi être une intersectorialité entre le monde de la recherche et les gens sur le terrain. Et faire en sorte qu'on soit capable des deux côtés de gagner en connaissance, en pertinence, en efficacité dans nos interventions. Ça, c'était mon petit pitch de vente que je n'avais pas prévu, mais que là, vous m'avez allumé là-dessus. Puis, donc, on souhaite avoir des partenariats. Et n'oubliez pas qu'on a une programmation de webinaires, de cafés virtuels. On meuble nos feuilles de chou avec des informations crédibles, pertinentes, utiles. Pensez à nous lorsque vous avez des résultats de recherche ou que vous voulez faire une conversation avec des gens sur le terrain, ça nous fera un grand plaisir. Et j'avais presque oublié de dire que vous savez que toutes ces activités-là, en petite enfance en santé, à la SSF, sont rendues possibles grâce à un financement de l'Agence de la santé publique du Canada, sans qui ce grand chantier de petite enfance francophone en santé ne serait pas possible ou n'aurait pas la même hauteur de retombées. Alors, faites appel à nous. Nous sommes à l'affût de partenaires du côté de la Société santé en français. Merci. Merci, Mme Boivin. On vous prend déjà au mot parce que dans le clavardage, du côté de la FCO, on dit qu'on aimerait vous inviter au prochain midi-conférence portant sur la recherche en petite enfance francophone. J'aimerais donner la dernière question pour M. Radford. Donc, selon vous, M. Radford, qu'est-ce qui sont des exemples de bonnes pratiques en matière de transfert de connaissances? Qu'est-ce qui sont les canaux à privilégier pour vraiment favoriser une co-construction entre la recherche et le terrain? Je vous donne la parole en 2 minutes. OK. Je pense que Mme Boivin nous met sur la bonne piste. Elle vient d'attirer notre attention sur l'importance des partenariats
pour créer des transferts de connaissances. Mais il ne s'agit pas, j'interprète comme cela le message de Mme Boivin, il ne s'agit pas de lancer un paquet de connaissances d'un point A à un point B. Ce transfert implique un dialogue, une compréhension mutuelle de pratiques qui sont différentes, mais qui se rencontrent, qui veulent se rencontrer dans la pratique. La pratique de la recherche et la pratique des praticiens veut se rencontrer sur le terrain de la pratique. Donc, je pense qu'elle nous met sur la piste et fait ressortir des éléments que je trouve sont très importants pour répondre à cette question des canaux de communication à privilégier. C'est le dialogue, la compréhension mutuelle de ce que nous essayons de faire et la collaboration. Et c'est de là que nous allons pouvoir produire des connaissances significatives qui vont pouvoir apporter des réponses aux questions que pose l'éducation à la petite enfance. Vous me demandez des exemples de bonnes pratiques en matière de transfert de connaissances. En fait, je peux mentionner un exemple que nous sommes en train de vivre dans le développement de notre projet de recherche actuel, les fondements de la numératie de la petite enfance. Nous voulions aller sur le terrain et travailler avec des éducatrices et des éducateurs et les enfants. Mais la pandémie a rendu cela impossible. Alors, dans notre équipe de recherche, il y a une équipe de consultantes, des gens chevronnés de différentes institutions qui s'occupent de l'éducation à la petite enfance. Et par exemple, alors, puisque nous avons été dans l'impossibilité d'entrer dans des sites d'éducation à la petite enfance, des éducatrices nous ont aidés et ont travaillé en partenariat avec nous pour aller faire la collecte des données que nous ne pouvions pas faire à cause des limitations de la pandémie. En particulier, je voudrais mentionner l'exemple de Madame Dumouchel, qui doit être quelque part par là, et de la FESEO, qui ont accepté de dialoguer avec nous pour aller prendre des tournages, des prises de tournage dans leur institution et qui les ont rendus accessibles pour nous, les chercheurs, pour qu'on puisse les analyser. Et c'est à partir de ce partenariat que nous avons pu faire un progrès significatif dans notre projet. Donc je pense que là, c'est un bon exemple, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, qui s'est présenté de manière imprévue complètement. Et ce partenariat nous a permis de continuer à avancer dans ce projet d'une manière complètement très, très riche. Merci beaucoup, M. Radford. C'est tout le temps qu'on avait. En fait, je vais vous donner 15 secondes chacun pour un petit mot de la fin. Mais avant ça, on a eu une question dans le chat qui s'adresse à M. Radford. Donc, en 30 secondes, M. Radford, il y a quelqu'un qui demandait pourquoi, d'après vous, il y a davantage de recherches dans le domaine de la petite enfance en Europe en comparaison à ce qui est fait au Canada. Donc, si vous avez une piste de réflexion sur ce sujet brièvement, et par la suite, on va faire un petit tour de mots de la fin. Et je pense que tout le monde peut partir avec des pistes de réflexion très riches. D'après les commentaires du clavardage, les gens ont vraiment apprécié vos interventions. Monsieur Radford, j'ai essayé de parler un petit peu pour vous donner un peu de temps pour réfléchir à la réponse. Je pense que l'intérêt récent, parce que c'est un intérêt récent, vient du fait que les pays, certains pays dans le monde, et en particulier ceux qui font partie de l'OCDE, se sont rendus compte que
l'avenir et le futur d'un pays, de son économie, de son bien-être, ne commence pas au primaire. Ça ne commence pas à l'école primaire, ça commence avant. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que beaucoup de choses dans la vie se jouent à l'âge de la petite enfance. Et c'est là qu'il y a eu un effort pour faire des investissements au niveau de la petite enfance. C'est donc, pour répondre rapidement, un problème de prise de conscience d'une situation sur laquelle on n'avait pas prêté beaucoup d'attention et qui s'avère être fondamentale dans la survie et l'épanouissement des nations. Merci beaucoup. Donc là, on me dit qu'il faut conclure. Donc, je vais vous laisser 15 secondes chacun et chacune pour un petit mot de la fin. Madame Boivin. Ben moi, simplement pour dire que la Société Santé Enfants français croit que la santé, c'est le résultat d'un ensemble de déterminants, que ce soit l'accès aux services, que ce soit la petite enfance en santé, que ce soit l'éducation, le revenu. Donc, on a besoin d'un ensemble de partenaires pour améliorer la santé de la petite enfance francophone. Et on a besoin non seulement de rapprocher ces partenaires, mais de rapprocher aussi les milieux d'intervention à la recherche. Et c'est une invitation, la porte est ouverte à la Société Santé en français. D'ailleurs, venez donc faire un tour à notre kiosque. Vous pourrez voir nos produits de mobilisation des connaissances. Merci. Merci. Madame Latulippe, brièvement, un petit mot de la fin. Pour le petit mot de la fin, je dirais, je pense que les enfants et les parents, on se doit de leur donner le meilleur aux enfants et aux parents. Donc, se pencher sur la recherche et d'avoir des données probantes. Je pense qu'on se doit de travailler en partenariat avec les terrains parce que c'est eux autres qui ont le questionnement, mais on se doit de travailler et d'apporter de l'amélioration en lien avec la recherche et bien de s'assurer que tous les gens savent ce qui se passe. Donc, le partenariat pour le développement, pour répondre à des questionnements qui proviennent directement du secteur de la petite enfance. Merci beaucoup. Madame Legault. Merci, Guillaume. Moi, j'aimerais prendre 5 secondes pour remercier les gens avec qui j'ai mené les travaux. Ce sont les éducatrices, les éducateurs sur le terrain. Moi, je suis le scribe et puis je suis très fière de jouer ce rôle-là, de ramasser les perles de sagesse que ces gens-là ramassent au fil de leur travail et puis de les mettre dans un rapport puis de mobiliser ces connaissances-là par la suite. Merci beaucoup. Et M. Radford, dans quelques secondes? Merci. Bon, je voudrais remercier les organisateurs, organisatrices de ce symposium pour cette occasion d'échanger sur notre petite enfance. Je pense que notre futur est là et on n'est pas nombreux, alors il faut s'entraider, il faut travailler ensemble. Je pense qu'on est déjà en train de le faire. Ce symposium en est la preuve et je pense qu'il faut continuer. Merci. Merci beaucoup, M. Radford, Mme Boivin, Mme Legault et Mme Latulippe pour vos échanges très riches. Je crois que vous avez réussi à inspirer le public, comme en témoigne l'enthousiasme dans le clavardage. Et merci beaucoup aux participantes et participants qui ont assisté aux discussions. Et on se retrouve dans des prochains ateliers. Et de mon côté, c'était un plaisir de modérer cet atelier avec vous. Bonne fin de journée tout le monde et bonne continuation du symposium.